manifester par votre présence que les arbres vous intéressent. C'est vrai, ce que dit Sophie, moi je me bats pour sauvegarder les forêts équatoriales, et donc il s'agit de sauver des arbres aussi, parce que ces forêts, elles sont menacées par les multinationales de la production de bois d'œuvre, et tout d'un coup je m'aperçois que je retrouve à peu près la même problématique dans les rues de Nîmes, c'est assez étonnant. Un premier point de vue, avec lequel vous ne serez peut-être pas d'accord, mais que je tiens à essayer de vous transmettre, c'est que l'arbre, quel qu'il soit, l'arbre, il a un ennemi qui est l'être humain. Alors quand je dis ça devant des forestiers, ils ne sont pas contents. Ils me disent, mais non, il y a le feu, il y a la tempête, il y a les maladies, etc. Attendez, attendez. La tempête, je ne veux pas dire du bien de la tempête de 99 qui a fait des dégâts dans notre pays. Mais cependant, si on regarde ça avec plus de recul, qu'est-ce qui est tombé pendant cette tempête de 99? C'est les arbres faibles, ceux qui étaient mal enracinés. Et par conséquent, il reste des arbres beaucoup plus forts. Et ce que je veux dire, c'est qu'une tempête comme ça, d'ailleurs toutes les tempêtes, c'est en faveur des espèces d'arbres considérées. C'est pas très moral, vous éliminez les faibles, vous gardez les forts. Je ne propose pas ça comme un modèle pour l'être humain, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais c'est comme ça que ça marche dans la nature. Alors on me dit, il y a les maladies, les épidémies, la grave, des ormes non sensibles, résistants. Et ceux-là vont pouvoir se croiser entre eux, et vous comprenez qu'au bout de quelques siècles, on va avoir une population d'ormes résistante à la graphiose. Alors, l'être humain, lui, il a quelque chose de tout à fait différent. Il prend les meilleurs individus. Et donc, il reste les moins bons. Et c'est pour ça que je me sens autorisé à dire que l'arbre, il a un ennemi qui est nous, collectivement, l'espèce humaine, disons. Voilà ce que je voudrais vous proposer. Une nouvelle vision de l'arbre, sur la base d'un certain nombre d'acquis scientifiques depuis 50 ans. On ne voit plus du tout l'arbre comme on le voyait quand moi j'étais étudiant. Ensuite, je vous dirai un mot de la responsabilité de nos élus, parce que c'est de ça qu'il est question. Et enfin, je voudrais essayer de vous montrer que les arbres sont nos alliés et qu'on en a le plus grand besoin. Une vision nouvelle de l'arbre, totalement nouvelle par rapport à ce que pensaient mes grands-parents, par exemple. Je voudrais commencer par une définition nouvelle de l'arbre. La question est la suivante. Vous êtes devant un arbre, un gros arbre, un énorme arbre. La bonne question, c'est d'où vient la matière de cet organisme vivant? On sait très bien que 3 siècles ou 4 siècles avant, il n'y avait rien. Il y avait une graine, c'est tout. Et il faut donc que cette matière ait surgi de quelque part. C'est ça la question. D'où vient-elle, la matière de l'arbre? Quand je pose la question autour de moi, mes contemporains, généralement, ils me disent, ça vient du sol. C'est faux. Ça ne vient pas du sol. Il y a un prélèvement sur le sol, mais il est minime. Ça ne vient pas du sol. L'arbre, la matière de l'arbre provient de l'épuration atmosphérique. Voilà. Et donc un arbre, vous pouvez le définir légitimement comme un amas de polluants atmosphériques. Quel pays serait assez stupide pour bombarder, pour détruire ces usines d'épuration? Non, je crois que c'est une bonne manière d'aborder le problème. Couper un arbre, c'est à terme plus ou moins long, mais forcément, c'est refaire passer dans l'atmosphère tous les polluants que cet arbre, ce pauvre arbre, avait lentement mais sûrement accumulés. Une chose que je voudrais dire aussi, c'est que les arbres, c'est extraordinairement ancien. Il y a des arbres sur cette planète depuis le Dévonien, c'est-à-dire au moins 350 millions d'années. Millions d'années. Probablement 380, mais on n'est pas très sûr. Ce sont donc des structures, vous voyez, qui sont testées depuis très très longtemps. Et ça, c'est comme ça qu'on reconnaît les bonnes structures. Si elles étaient mauvaises, depuis 380 millions d'années, bien entendu, ça aurait disparu. Là-dessus arrive l'être humain. 150 000 ans.
c'est-à-dire que c'est rien du tout. Quand je vois enseigner dans des écoles forestières qu'une forêt qu'on n'exploite pas, elle va s'étouffer elle-même et disparaître, quand j'entends chez les praticiens des espaces verts des villes qu'un arbre que vous ne taillez pas, il va s'étouffer et mourir, excusez-moi, ça me fait rigoler. L'arbre, il ne nous a pas attendus. Nous, on est vraiment les derniers venus là-dedans. Et c'est bien dans la psychologie de l'être humain de se penser indispensable. Mais c'est pas vrai du tout. Je voudrais rappeler, toujours dans cette vision nouvelle de l'arbre, que les plus grands êtres vivants sont des arbres et ont toujours été des arbres au cours de l'histoire de la Terre. 130 mètres, ça semble être un maximum. Les arbres sont aussi les êtres vivants qui vivent le plus longtemps. Encore que là, il y a une compétition avec le récif de corail, mais disons que c'est à peu près le même genre de grandeur. Les plus vieux arbres actuels, 43 000 ans. 43 000 ans, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas une espèce humaine comme maintenant, il y en avait deux. Il y avait la nôtre, Homo sapiens, et puis il y avait l'homme de Néandertal. Voilà, on a des arbres en Tasmanie qui ont germé alors que l'homme de Néandertal était encore parmi nous. Comment est-ce qu'ils font pour vivre si longtemps? Excusez-moi, c'est un peu de la biologie fondamentale, mais moi je trouve ça extrêmement intéressant. Nous autres êtres humains, je ne veux pas être discourtois, mais nous avons tous un programme de sénescence. Enfin, je suis le premier concerné, hein. Eh bien, les arbres n'en ont pas. Les arbres n'ont pas de programme de sénescence. Et par conséquent, beaucoup d'entre eux, pas tous, hein, c'est plus compliqué que ça, mais beaucoup d'entre eux sont potentiellement immortels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne meurent pas. Tout le monde sait bien qu'un arbre peut mourir. Mais ça veut dire que s'il meurt, c'est pour une raison externe. Le feu, le froid, l'inondation au pied, une charge de neige qui le fait écrouler, ou simplement un bûcheron avec des intentions brutales. Mais ce n'est pas un programme de sénescence, ça, c'est des accidents venant de l'extérieur. Prenez un être humain et mettez-le toute sa vie dans l'environnement le plus optimal que vous puissiez imaginer. Vous allez certainement augmenter sa durée de vie de quelques années, ça ne fait pas de doute. Mais enfin, vous n'allez pas doubler sa durée de vie. Faites ça avec un arbre. Mettez-le dans un environnement optimal. Eh bien, vous aurez la surprise de constater que cet être vivant, il va manifester son immortalité sans aucun complexe. Il n'a aucune raison de mourir tant que les circonstances qui l'entourent sont bonnes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les choses parfaitement nouvelles? L'importance que l'on reconnaît maintenant aux champignons symbiotes des racines. C'est peut-être le plus important. Bon, il n'y aurait pas d'arbres sur cette planète s'il n'y avait pas dans le sol des champignons susceptibles de s'associer aux arbres et de leur permettre de vivre. Un arbre qui n'a pas ces champignons symbiotes, il va rester malingre et il va très probablement disparaître. Les feuilles souterraines, ça pour moi c'est vraiment un petit scoop. Mais c'est plein d'intérêt. Il y a des feuilles aériennes, tout le monde le sait bien. Eh bien, on s'est aperçu que sur les racines longues, il y avait des feuilles souterraines. C'est ce qu'on appelait dans le temps les racines courtes. On sait maintenant que ce sont des feuilles. Je ne rentre pas dans les détails, mais par contre, il y a un argument qui va sans doute vous convaincre. Quand les feuilles aériennes jaunissent et tombent, eh bien, les feuilles souterraines, elles meurent. Et au printemps, quand les feuilles aériennes se remettent en place sur des nouveaux rameaux, eh bien, sur des nouveaux prolongements des racines, on voit se mettre en place les feuilles souterraines. L'arbre, vous voyez, il faut le concevoir comme une structure, on pourrait dire symétrique par rapport à la surface du sol. Ce n'est pas une symétrie parfaite, c'était beaucoup mieux au Dévonien sur ce plan-là, mais enfin la symétrie, elle est tout de même grosso modo respectée. Les variants du génome, ça aussi c'est quelque chose de très nouveau. Un animal ou un être humain,
il a son génome dans toutes ses cellules. Moi, j'ai mon génome depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds.